Ma nièce a ruiné l'anniversaire de mon fils en jetant son projecteur dans la piscine, sous le regard fier de mon frère et mon père. Pour me venger, j'ai annulé leurs vacances au ski. Mais une lettre est arrivée, et elle a laissé tomber le nouvel iPad. La fille de mon frère, Chloé, a gâché l'anniversaire cinéma en plein air de mon fils, Théo, en jetant son projecteur dans la piscine. Mon père, Pascal, et mon frère, Vincent, se tenaient là, fiers, cette nuit-là. J'ai annulé les vacances de Vincent et Pascal à la station de ski de Valneige et le camp de danse privé de Chloé, mais une lettre est arrivée le lendemain matin et Chloé a laissé tomber le nouvel iPad. La rallonge traversait l'herbe en ligne droite depuis la prise de la terrasse jusqu'au poteau de la clôture. Je l'avais scotché tous les 90 cm pour qu'aucun enfant ne trébuche. Le projecteur était posé sur une étagère en contreplaqué que j'avais boulonné au poteau 2 semaines plus tôt. L'objectif était incliné vers le drap blanc fixé à la corde à linge avec 8 pinces à dessin. La prise extérieure était protégée par un disjoncteur différentiel, du genre avec le bouton de réinitialisation rouge, car la piscine était à moins de 6 mètres et l'inspecteur municipal l'avait signalé lors de l'achat de notre maison. Théo avait testé l'installation 4 fois depuis mercredi. Il allait avoir 9 ans et tout ce qu'il voulait, c'était une soirée cinéma dans le jardin avec ses amis. J'ai réglé le bouton de mise au point, j'ai reculé et j'ai regardé l'image s'affiner sur le drap. L'image était nette. 2800 € pour ce projecteur, acheté reconditionné auprès d'un revendeur que j'avais trouvé par l'intermédiaire d'un collègue de travail. Théo l'avait demandé en janvier, le lendemain d'avoir regardé un documentaire sur la nature ensemble à la télévision du salon, et il avait dit que l'écran était trop petit pour les baleines. En février, il dessinait des schémas de cinéma de jardin sur du papier millimétré. En mars, il avait choisi le film. Il n'a jamais changé d'avis. Élise a installé la table pliante près de la piscine avec des jus de fruits, des serviettes et 3 bols de pop-corn qu'elle avait assaisonnés avec la poudre aux herbes que Théo aimait. Elle a drapé un deuxième drap sur la clôture derrière le coin salon pour que la lumière du porche des voisins ne vienne pas gâcher l'image. Elle avait pris une demi-journée à son cabinet dentaire pour aider à l'installation. À 18 h, le jardin comptait 12 enfants sur des couvertures. Théo a arrangé les oreillers lui-même. Il a positionné le meilleur au centre, l'endroit avec la vue la plus claire. Il regardait le projecteur comme s'il pouvait disparaître. Mon frère Vincent est arrivé à 17 h 40. 40 minutes de retard. Sa fille, Chloé, marchait devant lui, déjà ennuyée, des écouteurs autour du cou. Mon père, Pascal, venait derrière eux. Pascal ne portait rien. Pas de carte, pas de boîte cadeau, pas de sac. Vincent avait un pack de 6 bières et une petite glacière qu'il a posée sur le patio sans demander. Théo leur a fait un signe de la main. Chloé regardait son téléphone. Pascal est passé devant le projecteur, l'a regardé comme on regarde un article de vide-grenier qu'on a déjà décidé de ne pas prendre, et s'est assis sur la chaise de patio la plus proche de la glacière. Il n'a pas dit bonjour à Élise. Il n'a pas regardé les couvertures que Théo avait arrangées ni la table de pop-corn qu'elle avait installée. « Tu as dépensé de l'argent pour ça ?» Il me l'a dit, mais assez fort pour qu'Élise entende depuis la table des boissons. C'est son cadeau d'anniversaire. Un projecteur pour un enfant de 9 ans. Il a secoué la tête. Ta mère lui aurait acheté un livre. Vincent s'est laissé tomber dans la chaise à côté de Pascal, a ouvert une bière et a inspecté le jardin comme s'il évaluait le travail de quelqu'un d'autre. Combien t'a coûté cette installation ? C'est une fête d'anniversaire, Vincent. Je demande juste. Ça semble beaucoup d'efforts pour un film que vous pourriez regarder à l'intérieur. Chloé était assise à l'extrémité du coin des couvertures, les bras croisés. Elle n'a pas enlevé ses écouteurs. Un ami de Théo a essayé de lui offrir du pop-corn et elle l'a repoussé sans lever les yeux. J'ai appuyé sur lecture à 18 h 40. Le titre d'ouverture s'est affiché sur le drap et les enfants ont applaudi. Théo a ramené ses genoux contre sa poitrine et a souri si largement que je pouvais le voir depuis le patio. C'était suffisant. Cette image de lui sur cette couverture avec la lumière du projecteur qui peignait son visage valait chaque euro et chaque heure d'installation. 20 minutes plus tard, Chloé s'est levée. Elle était assise au bord du groupe, les bras croisés, ne regardant pas. Elle a marché vers la piscine. Vincent l'a vue se lever. Il ne l'a pas rappelé. Il a bu une gorgée de sa bière et a regardé. Elle est restée au bord de la piscine un instant, regardant l'eau. Puis elle s'est retournée,
a marché jusqu'au poteau de la clôture, a soulevé le projecteur de l'étagère en contreplaqué à deux mains et l'a jeté dans la piscine. L'éclaboussure a été assez forte pour arrêter toutes les conversations dans le jardin. Le disjoncteur différentiel a sauté l'instant même où l'unité a touché l'eau. La prise a cessé de fonctionner. Le drap est devenu noir. Les bols de pop-corn se sont renversés. 12 enfants se sont retournés. Élise a bougé avant moi. Elle a arraché le cordon mort de la prise, a tiré chaque enfant à 3 pas du bord de la piscine et leur a dit que la piscine était fermée pour la nuit. Sa voix était posée. Ses mains ne l'étaient pas. Théo n'a pas bougé. Il était assis sur sa couverture, les genoux toujours relevés, fixant le drap sombre, et son visage a fait quelque chose que je ne pourrai jamais décrire pleinement sans que ma poitrine ne se serre. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la confusion. C'était le visage d'un enfant qui apprend pour la première fois que quelqu'un peut vous prendre quelque chose devant tout le monde et que personne ne l'arrêtera. Le projecteur a coulé au fond. Chloé se tenait au bord de la piscine, les mains sur les côtés, sans expression. Et puis j'ai entendu mon frère rire. Pas un rire nerveux, pas un rire pris au dépourvu, un vrai rire. Il a regardé mon père et a dit, « Eh bien, adieu la soirée cinéma. » Pascal a secoué la tête et a souri. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas dit à Chloé de s'excuser. Il m'a regardé et a dit, « Ce n'est qu'un projecteur. Achète-lui en un autre. » Vincent s'est penché en arrière dans sa chaise. Allez, c'était un accident. Elle l'a pris à deux mains et l'a jeté. Elle a 11 ans. Les enfants cassent des choses. Vous allez gâcher la fête à cause d'un gadget? La fête est déjà gâchée. J'ai failli traverser la terrasse et poser mes mains sur mon frère. Mes doigts étaient déjà recourbés, mais j'ai regardé Théo. Il était toujours assis sur la couverture. Il ne pleurait pas. Il fixait la piscine où le projecteur avait coulé. Et la façon dont il se tenait, droit, la mâchoire serrée, 9 ans, et apprenant déjà à vivre avec quelque chose qu'il ne pouvait pas réparer, c'est ce qui a délié mes mains. J'ai renvoyé les enfants chez eux, Élise gérant les au revoir. Elle s'est excusée auprès de chaque parent à la porte. 2 d'entre eux ont proposé d'aider à payer le projecteur. Elle leur a dit que c'était bon. Vincent a fini sa bière. Pascal est parti sans dire au revoir à Théo. Chloé est montée dans le camion de Vincent et a fermé la porte avant même que Vincent ne soit hors du patio. Le jardin était vide à 20h15. Je me suis assis sur la marche du patio avec une rallonge morte enroulée à côté de moi et j'ai regardé la piscine. Le projecteur était une forme sombre au fond. Le cache de l'objectif avait sauté à l'impact et flottait à la surface comme un petit couvercle sans destination. Cette nuit-là, après que Théo soit allé se coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine et j'ai passé 2 appels téléphoniques. Le premier était à la station de ski de Valneige. J'avais réservé un voyage de 5 jours pour Vincent, Chloé, Pascal et la petite amie de Vincent. 4 chambres, forfait de remontée mécanique, location de matériel. Le dépôt total était de 4 200 € sur ma carte de crédit. Je payais les vacances de la famille de Vincent depuis 3 ans parce qu'il disait ne pas pouvoir se les offrir, et Pascal disait que c'était la bonne chose à faire. L'agent de réservation a confirmé l'annulation et a traité le remboursement en 8 minutes. Le deuxième appel était à l'Académie de danse Fleury. Le camp de danse privé de Chloé avait lieu chaque été, 8 semaines de sessions intensives, et j'avais payé les frais de scolarité les 3 dernières années, 3 800 € par an. La secrétaire a confirmé mon nom sur le compte de facturation et a traité le retrait d'inscription. La place de Chloé a été libérée immédiatement. Mon téléphone a sonné avant que je ne ferme l'ordinateur portable. Tu as annulé le camp de danse de Chloé. La voix de Vincent était tendue. Ta fille a jeté un projecteur à 2 800 € dans ma piscine pendant la fête d'anniversaire de mon fils. Elle a 11 ans. Les enfants font des choses. Tu vas punir une fille de 11 ans à cause d'une machine. Je ne punis personne. J'arrête de payer des choses. Tu ne peux pas lui faire ça. Elle va à ce camp depuis 3 ans. Elle a des amis là-bas. Tu vas lui arracher ça à cause d'un jouet de piscine. C'était un projecteur à 2 800 € que Théo avait demandé en janvier. C'était son cadeau d'anniversaire. Ta fille l'a détruit et tu as ri. Papa est d'accord avec moi. Tu es égoïste. Bonne nuit, Vincent.
Il a raccroché. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant 1 heure de plus. Élise est descendue en robe de chambre, a posé sa main sur mon épaule et a dit « Les parents ont vu ». C'est tout ce qu'elle a dit. Elle voulait dire les autres parents à la fête. Ils avaient vu Pascal et Vincent rire. Elle est remontée. À 6 heures le lendemain matin, j'ai trouvé Théo debout au bord de la piscine en pyjama. Son bras droit était jusqu'à l'épaule dans l'eau, les manches trempées jusqu'à l'épaule, le visage calme. Il a retiré quelque chose du fond, pas le projecteur. Le cache de l'objectif, en plastique noir, légèrement déformé par le chlore. Il l'a séché avec l'ourlet de sa chemise. Il l'a apporté à l'intérieur et l'a posé sur son bureau à côté de son réveil. Je lui ai demandé pourquoi il le gardait. C'est la partie qui voit le film, a-t-il dit. Je suis resté dans le couloir pendant 1 minute entière avant de pouvoir entrer dans la cuisine. Le courrier est arrivé à 10 heures. La plupart étaient du courrier indésirable. Une enveloppe ne l'était pas. Services fiduciaires régionaux du centre. Relevé annuel de bénéficiaires pour la fiducie d'éducation Claire Martin établie en juin 2020. Ma mère, Claire, était décédée 4 ans plus tôt. Cancer du pancréas. Elle avait 59 ans. La fiducie était son dernier acte de planification, rédigé avec un avocat dans les semaines précédant sa dernière hospitalisation. Elle avait mis de côté 168 000 € partagés également entre ses 2 petits-enfants, Théo et Chloé, 84 000 € chacun. Pascal était nommé fiduciaire. Les termes de la fiducie exigeaient que chaque retrait soit appuyé par une facture d'une institution éducative accréditée ou d'un programme reconnu et que les relevés annuels soient envoyés directement aux parents de chaque bénéficiaire. Je n'avais jamais reçu de relevé en 4 ans et aucun n'était arrivé. J'ai confirmé plus tard que Pascal s'était inscrit comme seul contact pour les 2 bénéficiaires. Le bureau de l'administrateur avait récemment effectué un examen de conformité de routine après que le solde de la fiducie soit passé sous son seuil de révision de 15 000 €. Cet examen a corrigé les adresses postales et a déclenché le relevé qui se trouvait maintenant sur mon comptoir de cuisine. Solde actuel, 11 400 €. J'ai lu le chiffre 3 fois. J'ai posé le papier sur le comptoir et j'ai posé les 2 mains à plat sur le granit et j'ai respiré par le nez jusqu'à ce que ma vision s'éclaircisse. 168 000 € à 11 400 €. 4 ans, 156 600 € envolés. Je me suis tourné vers le grand livre des distributions à la 2e page. Chaque ligne énumérait un retrait, la date, le montant, la description, la signature d'autorisation. 47 lignes. Les descriptions étaient étiquetées comme dépenses éducatives, services de tutorat, programmes d'enrichissement, mais les montants et les fréquences ne correspondaient à aucune école ou institution. J'ai reconnu que Pascal avait soumis de fausses descriptions pour contourner l'exigence de dépenses éducatives de la fiducie. Distribution au nom de la famille de Chloé, 156 600 €. Distribution à Théo, 0. J'ai failli prendre le téléphone et appeler Pascal à ce moment-là. Mon pouce était sur son nom, mais j'ai vu la signature de Claire au bas du document original de la fiducie, photocopiée et agrafée au dos du relevé. Son écriture, une cursive soignée, les lettres régulièrement espacées, chaque ligne remplie jusqu'à la marge. Elle avait été délibérée. Elle avait planifié. Je planifierai aussi. Je suis analyste en sécurité de l'information dans un réseau hospitalier régional. Je protège les systèmes de données des patients, j'enquête sur les violations, je traque les accès non autorisés et je rédige des rapports d'incidents forensiques qui tiennent devant les tribunaux. Ce que je fais dans la vie, c'est suivre les preuves, cartographier les schémas et documenter chaque étape afin que lorsqu'un dossier arrive sur le bureau d'un avocat, il n'y ait ni lacune ni supposition. Mon salaire annuel est de 118 000 €. Je fais ce travail depuis 11 ans. Je me suis assis à mon bureau à domicile et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, mais je ne suis pas resté au bureau. Dans l'heure, je me suis rendu à l'appartement de Vincent. Je me suis dit que c'était à propos de l'anniversaire. Une conversation en face à face pour régler les choses. Vincent a ouvert la porte sans méfiance. Chloé était sur le canapé avec un tout nouvel iPad Pro. L'écran était lumineux. L'étui était encore propre. La boîte de vente au détail était sur la table basse avec le film plastique à côté. 1299 €. Je connaissais le modèle parce que j'en avais évalué un pour Théo à Noël dernier et j'avais décidé que c'était trop pour un enfant de 9 ans. Regarde ce que papy m'a acheté,
a dit Chloé, inclinant l'iPad vers moi. Elle regardait un tutoriel de danse. Papy Pascal, avec une pension mensuelle de 2400 €. Je me suis assis avec Vincent dans la cuisine et je l'ai laissé parler. Il s'est plaint du voyage au ski. Il a dit que Chloé pleurait toutes les nuits à cause du camp de danse. Il a dit que Pascal pensait que j'exagérais. Il a dit que je devais des excuses à Chloé pour avoir retiré son inscription. Elle parlait du camp depuis mars. Vincent a dit que vous ruiniez son été à cause de quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de faire. Elle l'a soulevé de l'étagère à deux mains. C'est une enfant. Je n'ai rien dit d'autre d'important. Je l'ai laissé finir. De la cuisine, j'ai entendu un bruit. Chloé avait laissé tomber l'iPad. Il a frappé le parquet et l'écran s'est fissuré en diagonale d'un coin à l'autre. Elle l'a ramassé, paniquée, le retournant. Et alors qu'elle le tournait face visible, l'écran fissuré a affiché une notification avant qu'elle ne puisse la fermer. Retrait d'acte de fiducie éducative approuvé. Talvin 299 €. La fiducie avait payé l'iPad. La même fiducie qui avait 0 € attribué à Théo. Je l'ai vu pendant moins de 2 secondes. 2 secondes, c'est une carrière dans mon domaine. J'ai quitté l'appartement de Vincent 20 minutes plus tard. Je n'ai pas mentionné la notification. Je suis rentré chez moi et me suis assis à mon bureau avec le relevé de fiducie et j'ai commencé à construire une chronologie. Chaque date de retrait, chaque montant, chaque fausse description que Pascal avait soumise. À minuit, j'avais 11 onglets de feuilles de calcul, une chronologie de 47 transactions sur 4 ans, et une question à laquelle je ne pouvais pas répondre à partir des seuls documents. Claire est décédée en juin 2020. Le premier retrait de la fiducie n'a eu lieu qu'en mars 2021. 9 mois de rien. Puis les dépenses ont commencé comme un robinet grand ouvert. Pourquoi ce décalage? Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2021 qui a tout changé? J'ai signalé la date et j'ai continué à construire. Le lundi suivant, je suis resté tard à l'hôpital. Stéphane, l'ingénieur en sécurité principal de mon équipe, est passé à mon bureau à 20h30 avec 2 tasses de café en papier de la salle de pause. Il en a posé une à côté de mon clavier et s'est assis sur le bord de mon bureau. Il n'a rien dit pendant 1 minute entière. Il m'a juste regardé taper. Stéphane avait coupé les ponts avec son propre frère 6 ans plus tôt à cause d'une situation dont il ne parlait jamais à moins qu'on ne le lui demande. Il reconnaissait la posture, le silence organisé, la vitesse de frappe d'un homme qui construisait quelque chose qu'il avait l'intention d'utiliser. Tu es en train de monter un dossier. Il n'en a pas fait une question. Je le vois à ta façon de taper. J'ai hoché la tête. Bien, a-t-il dit. Tape plus vite. Il est resté 1 heure de plus. Nous n'avons pas discuté du dossier. Il n'a pas demandé ce que j'avais trouvé. Il s'est assis sur la chaise à côté de mon bureau, a bu son café, et la pièce semblait moins vide parce qu'il était là. C'est ce que fait un allié, pas de conseil. De la présence. Mardi matin, j'ai appelé Nadia Moreau, une avocate spécialisée en litige fiduciaire dont le cabinet avait traité 3 affaires pour l'hôpital au cours des 2 dernières années. Son bureau était à 14 minutes de l'hôpital. J'ai apporté mon dossier dans un classeur à 3 anneaux avec des onglets de couleur. Elle l'a ouvert, a tourné la première page, a tourné la seconde, s'est arrêtée, est revenue en arrière, m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Où avez-vous appris à monter un dossier comme ça? J'enquête sur les violations de données pour vivre. C'est le dossier de preuve le plus propre que j'ai jamais reçu d'un non-avocat. Elle a fermé le classeur. Nous allons déposer 3 choses. Une requête en destitution de Pascal Dubois en tant que fiduciaire pour manquement à ses obligations fiduciaires. Une plainte auprès du procureur général de l'État pour fraude fiduciaire impliquant un bénéficiaire mineur et une demande civile de restitution intégrale de 84 000 € plus les intérêts accumulés à la part de Théo. Il y a autre chose, ai-je dit. Chaque retrait a commencé en mars 2021, pas à la mort de ma mère. 9 mois plus tard, quelque chose l'a déclenché qui compte. Si nous pouvons prouver un motif au-delà du simple favoritisme, cela renforce la plainte pour fraude. Je vais émettre des assignations pour les dossiers d'assurance, les documents financiers de Vincent et toute communication avec Pascal de cette période. Les assignations ont pris 3 semaines. Ce qui est revenu à tout changer.
Vincent avait déposé une réclamation d'assurance automobile complète en mars 2021 pour des dommages de collision arrière sur sa berline. La réclamation listait l'autre conducteur comme membre de la famille, résolution privée, aucun rapport de police déposé. La facture de carrosserie s'élevait à 6 200 € pour la réparation du châssis structurel. Ces dossiers médicaux du même mois, produits sous ordonnance de communication judiciaire, montraient une contusion du genou gauche avec entorse ligamentaire, suivie d'une physiothérapie jusqu'en août 2021. Ces évaluations de performance à la concession automobile ont décliné à partir d'avril. Il a été licencié en septembre après 3 avertissements écrits pour des absences non justifiées. Les messages textes entre Vincent et Pascal, obtenus par assignation auprès de leur opérateur, ont commencé le 18 mars 2021. Pascal, je suis tellement désolé. Je vais arranger ça. Donne-moi juste du temps. Vincent, tu avais bu 3 verres. Papa, 3. Mon genou est fichu et tu veux que je te donne du temps. Pascal, s'il te plaît, ne dépose pas de rapport. Je prendrai en charge le coup. Je prendrai tout en charge. Vincent, gère ça. Comment? Tu gagnes 2400 € par mois. Pascal, je trouverai un moyen. La fiducie de ta mère. Je trouverai. Donne-moi juste du temps. Le premier retrait de la fiducie a eu lieu 6 jours plus tard. 4 800 €. Mon père avait conduit en état d'ébriété. Il avait percuté par l'arrière la voiture de son propre fils après 3 bières au Cercle des Anciens un mardi soir. Il a couvert l'affaire. Le genou de Vincent n'a jamais complètement guéri. La blessure lui a coûté sa mobilité, ses performances, son emploi. Et Pascal, qui gagnait 2400 € par mois de sa pension et ne pouvait pas se permettre de payer la dette qu'il devait, s'est tourné vers le seul argent auquel il avait accès, la fiducie que Claire avait créée pour ses petits-enfants. Il a contourné l'exigence de dépenses éducatives en rédigeant de fausses descriptions sur chaque formulaire de retrait. Du tutorat qui n'a jamais eu lieu, des programmes d'enrichissement qui n'existaient pas. Le favoritisme n'a jamais été du favoritisme. C'était de la culpabilité blanchie à travers l'héritage d'une femme décédée. Pascal devait à Vincent pour un accident de voiture qu'il avait causé en état d'ébriété, et il a payé la dette avec 156 600 € qui appartenait à un garçon de 9 ans et à une fille de 11 ans. Chaque mois de loyer, chaque paiement de voiture, chaque iPad, tout cela était la dette de Pascal facturée à l'avenir de Théo. Tout ce que j'avais vu pendant 4 ans a été recadré. Le sentiment d'avoir droit à tout, les rires à la fête d'anniversaire. La façon dont Pascal se tenait là quand Chloé a jeté le projecteur. Il n'était pas fier de son comportement. Il était incapable de refuser quoi que ce soit lié à Vincent parce que chaque refus le rapprochait de la vérité qu'il avait enfouie. J'ai fermé le classeur. Par la porte ouverte de la chambre de Théo, le cache de l'objectif était posé sur son bureau à côté de son réveil. Déformé et conservé. J'ai invité Pascal à mon bureau à domicile le premier samedi de novembre. Je lui ai dit que je devais discuter de la fiducie. Il est venu seul, portant la même veste kaki qu'il portait aux funérailles de Claire. Je lui ai montré le relevé de fiducie sur mon écran. La feuille de calcul, 47 retraits, chacun correspondant à un achat ou un paiement dans les dossiers de Vincent. La colonne de Théo, 0 sur chaque ligne. Il a croisé les mains sur ses genoux et est resté très immobile. Je gérais le fonds comme il fallait le gérer. Votre frère était dans une situation difficile. La part de Théo était de 84 000 €. Il n'a reçu aucune distribution en 4 ans. Vous gagnez 118 000 € par an. Vous et Élise êtes stables. Vincent a perdu son emploi, a perdu sa femme, et il a une fille qui dépend de lui. L'argent est allé là où il était nécessaire. Nécessaire pour quoi exactement? Les descriptions de retrait indiquent tutorat et programme d'enrichissement. Aucun de ceux-ci n'existe. Il n'a rien dit. Vous avez falsifié 47 factures à un administrateur de fiducie. Ce n'est pas géré. C'est de la fraude. Votre mère comprenait les priorités. Ma mère a rédigé un document de fiducie qui disait égal. Elle a utilisé ce mot 4 fois. J'ai compté. Les documents n'élèvent pas les enfants. Je vous ai élevés tous les deux. Et je sais lequel de vous avez le plus besoin. Vous êtes le fiduciaire, pas le propriétaire. Il y a une différence légale. Il n'a rien dit à cela.
Je vous demande de démissionner volontairement. Non, il s'est levé. Vous déchirez cette famille à cause d'argent que votre mère aurait voulu que Vincent ait. Je comprends exactement ce que Vincent a traversé. Et je sais pourquoi. Il s'est arrêté à la porte. Il ne s'est pas retourné. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. C'était sa dernière chance de demander. Et il a franchi la porte sans la prendre. J'ai failli me pencher et lui montrer le SMS obtenu par assignation à ce moment-là. Le fichier était à un clic, mais le cache de l'objectif était visible par la porte, posée sur le bureau de Théo, et j'ai pensé à ce que Stéphane avait dit. Tape plus vite. Monte le dossier correctement. Ne tire pas trop tôt. Le lundi, Nadia a déposé la requête en destitution de Pascal en tant que fiduciaire. La plainte de l'État a suivi le même après-midi. La demande civile de restitution a été envoyée par courrier recommandé. 2 semaines plus tard, le jardin communautaire a organisé son rassemblement commémoratif annuel pour les personnes dont les bancs bordent le chemin est. Le banc de Claire était sous un érable à sucre près de l'entrée, une plaque en laiton sur la coudoir, son nom, l'année de sa vie et une ligne qu'elle avait choisie elle-même. Le comité du jardin organisait une petite réception chaque novembre. Les 2 plus proches amies de Claire, Marianne et Brigitte, venaient chaque année. La sœur de Pascal, Claudine, venait du département voisin. Une poignée d'anciens collègues de Claire et 3 membres du comité du jardin ont mis du café et du cidre sur une table pliante. Pascal s'est tenu à côté du banc de Claire et a prononcé un court discours. Il a parlé de sa gentillesse, de sa planification minutieuse, de la façon dont elle avait voulu que la famille reste unie. Il a mentionné la fiducie. Il a dit que le plus grand souhait de Claire était que son héritage maintienne les personnes qu'elle aimait connectées. J'ai attendu qu'il ait fini. J'ai attendu que les petits applaudissements s'éteignent. Puis je me suis levé de la chaise pliante au 2e rang et j'ai dit, j'aimerais lire quelque chose. Le jardin est devenu silencieux. Marianne a posé sa tasse. Brigitte s'est retournée sur sa chaise. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté. Claire Martin a établi une fiducie d'éducation de 168 000 € pour ses 2 petits-enfants à diviser également. 84 000 € pour Chloé. 84 000 € pour Théo. Pascal Dubois a été nommé fiduciaire. J'ai lu chaque ligne sans inflexion. Au cours des 4 années suivant le décès de Claire, le fiduciaire a autorisé 47 retraits totalisant 156 600 €. Chaque retrait était étiqueté comme une dépense éducative. Aucun ne l'était. L'argent a financé le loyer, les paiements de voiture, un iPad et les frais de subsistance personnels pour la famille d'un petit enfant. Le fiduciaire a soumis de fausses descriptions sur chaque formulaire pour contourner les exigences de la fiducie. J'ai fait une pause. Distribution à mon fils Théo, 0. La main de Marianne est allée à sa bouche. Brigitte a posé son cidre et ne l'a pas repris. Claudine fixait les dalles sous sa chaise. Le visage de Pascal a changé. Le sang-froid qu'il avait maintenu pendant son discours s'est fissuré le long d'une ligne que je n'avais jamais vue auparavant. Sa voix est montée à un registre que je n'avais entendu que 2 fois dans ma vie. Les 2 fois où il s'est senti acculé. Vous restez assis derrière un écran toute la journée à garder les mots de passe des autres et vous appelez ça une carrière. Votre mère vous a dorloté dès le jour de votre naissance et c'est ce qu'elle a obtenu. Un homme adulte qui dépose des documents judiciaires pour une fête d'anniversaire d'enfant. Votre frère a perdu son emploi, a perdu son genou, a perdu son mariage, et sa petite fille continue de s'habiller pour son cours de danse avec le sourire tous les samedis. Vous gagnez 6 chiffres et votre garçon est dans le jardin en pleurant parce qu'un jouet est tombé dans la piscine. Alors oui, j'ai déplacé l'argent et je le referai. Dites-moi lequel de mes fils avait réellement besoin d'un père. Personne n'a bougé. Le membre du comité du jardin tenant la cruche de cidre l'a posée sur la table pliante sans la verser. Une femme avec qui Claire avait travaillé pendant 15 ans a croisé les mains sur ses genoux et a détourné le regard. Marianne avait toujours sa main pressée sur sa bouche. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait un pas en avant. Je suis resté exactement où j'étais. Il y a 4 ans, maman a laissé 168 000 € en fiducie pour ses petits-enfants, les 2. La part de Théo était de 84 000 €. Il n'a rien reçu. Chaque euro est allé à Vincent, non pas pour l'éducation, mais pour le loyer, pour les paiements de voiture, pour un iPad à 1 299 € acheté sur le compte de la fiducie le 14 mars,
pour 47 mois de dépenses personnelles déguisées en factures de tutorat qui n'ont jamais existé. C'est du vol. C'est un manquement aux obligations fiduciaires. C'est une fraude contre un garçon de 9 ans dont la grand-mère voulait qu'il aille à l'université. J'ai tourné la page dans mon dossier. Mon avocate a déposé une requête pour vous destituer en tant que fiduciaire le 4 novembre. Le procureur général de l'État a la plainte. Et la raison pour laquelle cela a commencé en mars 2021, 9 mois après la mort de maman, c'est parce que c'est à ce moment-là que vous avez percuté par l'arrière la voiture de votre propre fils après 3 verres au cercle des anciens et que vous avez promis d'arranger les choses avec de l'argent qui n'a jamais été le vôtre. Les retraits de la fiducie ne sont pas du favoritisme. Ce sont une couverture. Et chaque description que vous avez écrite sur ces formulaires de retrait était un mensonge. La main gauche de Pascal a trouvé la coudoir du banc de Claire. Ses doigts se sont crispés autour de la barre en laiton et ses jointures sont devenues blanches. Sa mâchoire s'est ouverte, mais aucun son n'a suivi. Ses épaules se sont affaissées comme si quelqu'un avait coupé une ficelle qui les retenait. Il a baissé la tête jusqu'à regarder le nom de Claire sur la plaque, et il n'a plus levé les yeux. Vincent s'est avancé. Son visage avait pris la couleur du ciment mouillé. Je le rembourserai. Chaque euro. Donnez-moi juste du temps. Avec quoi? Tu n'as pas eu d'emploi stable depuis 3 ans. Papa ne savait pas ce qu'il faisait. Il était confus. Il était en deuil. Maman, il a signé 47 formulaires de retrait avec de fausses descriptions. Chacun daté, chacun notarié. Ce n'est pas de la confusion. Elle aurait voulu que nous gérions cela en famille. Je l'ai regardé. Maman voulait 84 000 € dans un fonds d'éducation pour Théo. Tu les as dépensés pour le loyer et les paiements de voiture. Ne me dis pas ce qu'elle voulait. J'avais besoin d'aide. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de tout perdre. Tu as perdu une voiture et un genou parce que notre père a conduit en état d'ébriété. Tout ce qui s'est passé après, c'était un choix. La bouche de Vincent s'est ouverte et fermée. Il a regardé Pascal, qui tenait toujours le banc. Pascal n'a pas levé les yeux. Papa, dis-lui. Dis-lui que ce n'était pas comme ça. Pascal n'a rien dit. Ses jointures étaient toujours blanches sur la coudoir. Le nom de Claire était à 15 cm sous ses doigts. Tu avais besoin d'aide parce que papa a détruit ta voiture au cercle des anciens et t'a détruit le genou. Et au lieu d'admettre ce qu'il a fait, il a utilisé le fonds fiduciaire d'une femme décédée pour te faire taire. Tu veux savoir quel enfant avait besoin d'aide? Celui dont le père a écrasé sa voiture après 3 verres et avait besoin de quelqu'un pour couvrir l'affaire. C'est l'enfant qui avait besoin d'aide. Et tu es le père qui l'a payé avec l'avenir de ton petit-fils. Brigitte s'est levée de sa chaise. Elle est passée devant Pascal sans ralentir, devant Vincent sans le regarder et est sortie par la porte du jardin. Elle ne l'a pas fermée derrière elle. Marianne a retiré sa main de sa bouche, a pris son sac à main et a suivi. Claudine a pressé ses doigts sur les côtés de sa chaise pliante et ne s'est pas levée, mais elle ne regardait plus Pascal. Elle regardait le sol et elle est restée à regarder le sol pendant tout ce qui s'est passé. Un membre du comité du jardin a commencé à empiler des chaises vides derrière la table pliante. Doucement, comme si l'événement était déjà terminé, maman a laissé 168 000 € à ses petits-enfants. Vous avez laissé 1 400 € et un projecteur cassé dans ma piscine. Dites-moi qui l'a déçu. La plaque du banc a capté la lumière de novembre. Le nom de Claire, l'année de sa vie. L'homme à qui on avait confié de réaliser son dernier vœu, était assis en dessous, les épaules affaissées et les yeux sur le laiton. C'est le dernier chèque que j'écris pour le loyer de Vincent. Le dernier camp que je finance. Les dernières vacances que je réserve. La dernière fois que quelqu'un de cette famille touche un euro qui était destiné à mon fils et s'en sort impunément. J'ai fermé le dossier, je suis allé à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. En janvier, le tribunal a destitué Pascal en tant que fiduciaire. L'audience a duré 40 minutes. La juge a examiné les dossiers de retrait, les fausses descriptions de factures et le journal de distribution des bénéficiaires. Elle a nommé un fiduciaire indépendant et a ordonné la restitution, 700 € par mois prélevés sur la pension de Pascal, plus une hypothèque judiciaire placée sur sa maison pour le solde restant. Le tribunal a également constaté que Vincent avait sciemment reçu des fonds de fiducie détournés après avoir été informé de la restriction des dépenses éducatives de la fiducie,
le rendant solidairement responsable en vertu d'un jugement de restitution distinct. Les 11 400 € restants ont été immédiatement réaffectés au compte de Théo. Les 84 000 € complets prendraient des années à être restaurés par les seuls paiements de pension. Mais l'hypothèque garantissait que le solde serait finalement récupéré sur la valeur nette de la maison de Pascal. Pascal était assis au deuxième rang de la salle d'audience, les mains entre les genoux. Lorsque la juge a lu l'ordonnance, son menton a baissé une fois. Il est parti par la sortie latérale. Nadia a déposé un rapport distinct pour l'incident de conduite en état d'ébriété de 2021 en février. Les accusations criminelles avaient expiré en vertu du délai de prescription, et Nadia a averti que la demande civile pour dissimulation frauduleuse dépendrait de l'acceptation par le tribunal d'un argument d'interruption du délai. Mais le dépôt a déclenché une conséquence distincte. La compagnie d'assurance a ouvert un examen de fraude sur la réclamation de collision originale. L'assureur automobile de Pascal a refusé de renouveler sa police. Les devis de remplacement d'autres assureurs sont revenus à des tarifs qu'il ne pouvait pas se permettre avec une pension saisie. Le règlement initial de collision de Vincent a été mis sous examen, et 2 emplois de chauffeur pour lesquels il avait postulé l'ont rejeté parce qu'il ne pouvait pas fournir une couverture commerciale abordable. Le bureau du procureur général de l'État a envoyé à Pascal un avis formel d'enquête en mars. Il est arrivé le même jour où le comité du jardin a voté pour révoquer ses privilèges d'entretien pour la zone du banc de Claire. Une voisine que Claire connaissait depuis 20 ans, une femme nommée Françoise, qui avait partagé une parcelle avec elle dans les parterres communautaires, s'est portée volontaire pour prendre en charge le désherbage et les plantations saisonnières. Vincent a trouvé un emploi d'entrepôt en février à 17,50 € de l'heure. Son premier chèque de paie saisi en vertu de l'ordonnance de responsabilité conjointe est arrivé en mars. Salaire brut, 1 260 €, saisi, 218 €. Net après impôts et saisie, 814 €. Son loyer était de 975 €. Il a postulé à 11 emplois en janvier et a reçu des réponses de 3. L'entrepôt était le seul qui ne nécessitait pas d'assurance de conduite abordable, qu'il n'avait plus. Chloé a changé d'école en milieu d'année. Lorsque Vincent a appelé l'Académie Fleury pour la réinscrire pour l'été, la secrétaire lui a dit que la liste d'attente était fermée et que le compte avait toujours un solde impayé de 1 400 € pour une commande d'uniforme et de costumes qui n'avait jamais été payée. Un soir de fin février, Vincent était assis dans sa voiture sur le parking du nouvel immeuble. Le moteur était coupé, les fenêtres étaient fermées. Il tenait son téléphone à 2 mains, faisant défiler des photos de Chloé lors du récital de danse de l'année dernière, celle où elle souriait dans son costume sous les lumières de la scène. Il est resté là pendant 35 minutes. Il n'est pas entré. La sœur de Pascal, Claudine, l'a appelé une fois après le mémorial. Elle a demandé si les chiffres de la fiducie étaient exacts. Il lui a dit qu'ils l'étaient. Elle est restée silencieuse un instant et a ensuite dit, « Claire m'a demandé de veiller sur toi. J'ai fait de mon mieux. Nous avons fini. » Elle n'a plus rappelé. L'invitation à sa fête de Noël n'incluait pas le nom de Pascal pour la première fois en 41 ans. Marianne et Brigitte ont retiré Pascal de la liste annuelle des rassemblements commémoratifs. Le comité a voté sans abstention. La veille de Thanksgiving, Chloé est apparue sur mon porche. Elle était seule. Elle portait son juste au corps de danse rose sous une veste ouverte, celle qu'elle portait pour le camp, et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Oncle Antoine, je suis désolé pour le projecteur. Je suis désolé pour tout. Papa a dit que si je venais ici et que je te parlais, peut-être que nous pourrions tous passer Thanksgiving ensemble. Il a dit que tu avais juste besoin d'entendre que nous sommes désolés, et qu'ensuite tout pourrait redevenir comme avant. » Les phrases étaient trop régulières. Les pauses tombaient aux endroits répétés. Elle avait 11 ans et son père l'avait envoyée seule de l'autre côté de la ville pour négocier quelque chose qu'il refusait d'affronter. J'ai ouvert la porte moustiquaire. Je l'ai fait entrer. Je lui ai versé un verre d'eau et je me suis assis avec elle à la table de la cuisine pendant qu'elle le buvait. Ses mains étaient froides. Elle les a enveloppées autour du verre comme les enfants le font quand ils ne savent pas quoi faire de leurs doigts. Je lui ai demandé comment se passait l'école dans le nouvel endroit. Elle a dit que c'était bien. Je lui ai demandé si elle se faisait des amis. Elle a dit qu'une fille de sa classe faisait aussi de la danse et qu'elles s'entraînaient ensemble pendant la récréation. Je lui ai demandé ce sur quoi elle travaillait. Elle a dit une routine sur une chanson qu'elle aimait et pendant une seconde son visage s'est éclairé et elle a ressemblé à une enfant à nouveau au lieu d'une messagère.
Je n'ai pas parlé de la fiducie. Je n'ai pas mentionné le tribunal ou son grand-père. Elle avait 11 ans. Rien de tout cela n'était à elle de porter, et le fait que son père l'ait chargé sur ses épaules et l'ait conduite de l'autre côté de la ville pour le livrer m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui avait changé et ce qui n'avait pas changé. Nous sommes restés assis là pendant 8 minutes. Puis je l'ai accompagné jusqu'au porche. La voiture de Vincent était au ralenti de l'autre côté de la rue. Il y avait été garé tout le temps. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Tu as envoyé une enfant de 11 ans faire ce que tu ne pouvais pas. C'est exactement pourquoi le tribunal décide, pas toi. Il a raccroché. Chloé a traversé la rue. Elle est montée dans la voiture. Ils sont partis sans se retourner. Je suis resté sur le porche après leur départ. Par la fenêtre avant, je pouvais voir la chambre de Théo. Le cache de l'objectif déformé était posé sur son bureau à côté de son réveil, déformé par le chlore. Gardé parce que cela comptait pour lui. Pascal s'est rendu au jardin communautaire tous les mardis après le mémorial. La section de Claire s'était envahie. La haie de buis qu'elle avait taillée était inégale maintenant, les parterres de soucis montés en graines, le paillis mince. Françoise entretenait le banc lui-même, mais elle ne s'occupait pas des plantations environnantes comme Claire l'avait fait et comme Pascal l'avait fait. Il était assis sur le banc avec son téléphone à la main, faisant défiler jusqu'à mon nom dans ses contacts. Il n'a jamais appuyé sur appeler. Une photo encadrée de Claire qui se trouvait sur sa table de nuit était sur le siège passager de sa voiture parce qu'il ne pouvait plus la regarder dans la chambre. Il allait au jardin, s'asseyait 15 ou 20 minutes et repartait. L'itinéraire le faisait passer devant le cercle des anciens. Il a cessé d'y aller après que l'enquête soit devenue publique. Certaines choses que vous pouvez dépasser. Certaines choses vous dépassent. La plaque du district scolaire qu'on lui avait donnée lors de sa cérémonie de retraite en septembre était toujours appuyée contre le mur de son garage, toujours dans le sac cadeau avec le papier de soie qui en débordait. Il passait devant tous les matins en montant dans sa voiture. Il ne l'a jamais accroché. Il ne l'a jamais jeté non plus. Début avril, Élise a apporté une enveloppe de la boîte aux lettres. Le nouveau relevé de compte d'éducation de Théo du fiduciaire nommé par le tribunal. Solde, 11 400 € de fonds préservés plus les 3 premières tranches de restitution de la pension de Pascal plus 4 mois des contributions mensuelles de 500 € que j'avais commanditées en janvier. Les 84 000 € complets prendraient du temps. L'hypothèque judiciaire sur la maison de Pascal garantissait le reste. Les chiffres étaient plus petits que ce que Claire avait voulu, mais ils étaient réels et ils augmentaient et ils appartenaient à Théo. Élise a épinglé le relevé au réfrigérateur avec l'ancien aimant papillon de Claire. L'aimant était resté dans un tiroir de cuisine depuis les funérailles, 4 ans dans un tiroir. Il maintenait le papier à plat contre la porte, et chaque fois que j'ouvrais le réfrigérateur, je voyais le nom de Claire sur l'entête du compte et le nom de Théo sur la ligne du bénéficiaire. Le premier soir chaud d'avril, j'ai boulonné un nouveau projecteur au même poteau de clôture, à la même étagère en contreplaqué, au même angle vers la corde à linge. Élise a accroché un drap blanc frais à la ligne avec les mêmes pinces à dessin. Théo a sorti les oreillers et les a arrangés sur l'herbe. Il a mis le meilleur au centre, même endroit, même vue. Il a choisi le même film, celui qui avait été interrompu. Il n'en avait jamais vu la fin. Par la porte vitrée coulissante, je pouvais voir sa chambre. Le cache de l'objectif déformé était toujours posé sur son bureau à côté de son réveil, à côté d'une photo d'école de 3e année où il souriait avec 2 dents manquantes. Dans la cuisine, l'aimant papillon maintenait le relevé de fiducie à plat contre le réfrigérateur. Les chiffres augmentaient. Le nom sur la ligne du bénéficiaire était le même. Théo était assis sur la couverture centrale. Élise en a apporté une deuxième et l'a drapée sur ses épaules. Il s'est penché contre mon côté. Le projecteur a ronronné, le drap blanc s'est rempli de lumière et de couleurs. Il a appuyé sur lecture.